RDC élection de 2023, que cherche Kinshasa au guichet de l'Union européenne? Nous nous interrogeons. RDC élection de 2023, que cherche Kinshasa au guichet de l'Union européenne? Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, la chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or, car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses que je ne saurais citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est fixée pour le 20 décembre 2023, selon le calendrier dévoilé officiellement le samedi 26 novembre dernier par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI précise que cette élection sera couplée aux législatives ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. L'actuel président Félix Tshisekedi est candidat à déclarer à sa propre succession. Il a clamé ces derniers jours la volonté de son gouvernement de respecter le délai constitutionnel pour les autres scrutins, et ce malgré les difficultés logistiques et des contraintes sécuritaires. En attendant, le président de la CENI s'est montré très optimiste au moment de décliner le chronogramme officiel des élections. Eh bien, il déclare, je cite, « Le glissement du calendrier ne fait pas partie de notre vocabulaire », avait-il assuré devant les journalistes, les membres du gouvernement et surtout les diplomates. Mais seulement voilà, 17 pays de l'Union européenne, 17 pays et l'Union européenne, partenaires de la République démocratique du Congo, se félicitent de la publication du calendrier électoral par la CENI et de l'annonce de la date des élections locales, provinciales, législatives, nationales est prévue donc pour le 20 décembre 2023. Ces pays l'ont fait savoir dans un communiqué publié le mercredi 7 décembre dernier sur les réseaux sociaux. Ils réaffirment leur attachement aux principes partagés de transparence, de liberté, d'inclusivité et d'impartialité à chaque étape de la préparation des prochains scrutins afin de garantir la participation de l'ensemble de la population aux élections. Ils réaffirment également leur soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections dans les délais prévus par la Constitution. Parmi ces pays figurent, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la République tchèque et toute l'Union européenne. Voilà pourquoi nous nous demandons, RDC, élection de 2023, que cherche finalement Kinshasa au guichet de l'Union européenne? Précisons également que dans leur communiqué, ces partenaires de la République démocratique du Congo encouragent, oui, vous l'avez bien suivi, la CENI à amplifier ses efforts de redevabilité et de transparence afin de renforcer la crédibilité du processus électoral à travers une coopération étroite avec toutes les parties prenantes concernées, notamment la facilitation en temps utile de l'accréditation et l'accès aux observateurs afin d'assurer le bon déroulement des différentes opérations préparatoires. Les partenaires appellent toutes les parties impliquées dans la préparation des prochains scrutins à travailler ensemble pour surmonter les contraintes budgétaires, juridiques, sanitaires, logistiques et sécuritaires identifiées par la Commission électorale nationale indépendante. Oui, vous l'avez bien compris. Ils attachent, ce sont eux qui le disent, une importance particulière à la création des conditions permettant la tenue des élections dans les zones touchées par des conflits, y compris l'Est du pays. On parle bien sûr du Nord Kivu. Sans oublier également les partenaires qui réaffirment leur solidarité avec les populations victimes des conflits, en particulier dans l'Est du pays. Par ailleurs, 17 pays et l'Union européenne disent réitérer leur soutien en faveur des efforts diplomatiques régionaux, notamment des processus de Nairobi et de Luanda qui visent au cessez-le-feu, à la désescalade, au retrait et désarmement des groupes armés actifs dans le pays et à la création des conditions d'une paix durable en République démocratique du Congo. Et nous donc de nous interroger, RDC, élection de 2023, que cherche Kinshasa au guichet de l'Union européenne? On parle bien sûr de ses partenaires, 17 pays et l'Union européenne. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, il est ancien à l'Université de Douala, il est sociologue, il est avec nous ce matin, il est notre invité. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngoz, bonjour aux milliards de téléspectateurs
Bonjour à tous ceux qui ont commis un effort de nous rejoindre parce qu'il y a des nouveaux qui s'abonnent et ça nous fait du bien de savoir que ceux-là ont trouvé également leur compte dans ce programme hyper enrichissant. Vous êtes passé directement au changement de climat. Je sens dans votre voix que vous êtes enrhumé. J'espère que vous allez bien. Ça va beaucoup mieux. C'est pas, on a pris un peu d'Ongulbetara. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils savent, c'est des tisanes traditionnelles et vous voyez que les narines ne coulent plus. Ça n'a pas duré une journée. Très heureux de le savoir et on espère tout simplement que vous serez en forme dans les quelques heures à venir. Élection justement du côté de la République démocratique du Congo. On parle bien sûr du 20 décembre 2023. On se pose des questions de savoir que cherche justement Kinshasa au guichet unique. Mais ce qui nous importe le plus dans cette histoire, c'est de savoir qu'il y a 17 pays et l'Union européenne qui financent cette élection, qui veulent des observateurs de ce côté-là et nous font savoir qu'ils veulent que les choses se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes lors de cette élection prévue pour décembre 2023. C'est très intéressant d'abord de savoir que l'Union européenne va financer l'élection. Ça confirme toute une rhétorique que nous avons tenue dans les émissions ici et peut-être sur d'autres plateaux. Nous avons toujours dit que la RDC est dans les mains des prédateurs. Et ces prédateurs, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. C'est ceux-là qui prétendent apporter de l'aide. Notons que le président, le grand dictateur que tout le monde décrit, Mobutu, 1977-1978, guerre du Kolwezi, intervention des parachutistes. Alors là, si vous prenez les textes de défense de l'armée française, vous allez voir que on ne peut pas sortir les commandos parachutistes sans l'autorisation directe de l'Élysée. Donc c'est le chef de l'État français qui apporte son soutien aux dictateur. Vous savez comment il le présente dans leur documentaire partout. Mobutu. C'est la France qui soutenait Mobutu. Il y a aussi une autre chose. Et puis c'est bien parce que vous avez cité les attaches du prix au protocole de Luanda, aux accords de Nairobi. C'est vrai. C'est super tout ce qu'ils font là. Mais revenons un peu à la genèse de 1994. L'opération turquoise. Avec un certain Victor Bout comme transporteur. Aujourd'hui, on nous le présente comme étant, on a dit quoi, seigneur de la guerre, je sais pas trop. Donc, le gars, il a transporté les forces armées françaises. Les forces armées françaises, il était leur transporteur officiel. Et il a transporté le matériel de l'ONU. Il avait la plus grande flotte sur le continent africain. C'est lui qui transportait tout ça. Alors, l'opération turquoise, quel était son rôle? Son rôle, c'était de permettre à l'armée d'Abiyarimana de trouver un repli au Congo. Cette armée qui a trouvé un repli au Congo, et ils ont toujours le soutien de la France. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes tombés maintenant sur des documents qui nous montrent très clairement ce qui s'est passé. Ils avaient pour mission de permettre aux soldats d'Abiyarimana, dont les forces nationales, les forces armées rwandaises, qui ont été évincées par les FPLR, qui était la rébellion soutenue par les anglo-saxons et par le régime de l'Ouganda. Ils ont permis à ces forces de trouver un territoire de repli sur le Congo, avec encore la complicité, la bénédiction de Mobutu. C'est Mobutu qui donne son territoire. Il dit, ramenez-les sur mon territoire. Donc, quand on nous parle de FDLR, la fameuse rébellion FDLR, c'est pas une création africaine. C'est pas des Africains qui fuyant la guerre, on dit on va se réfugier. Non. C'est l'opération turquoise qui a repositionné l'armée, l'ex-armée, ou bien l'armée déchue du Rwanda sur le territoire du Congo. Alors, c'est bien que l'Union européenne fasse allusion aux accords de Luanda. Que disent les accords de Luanda? Les accords de Luanda qui ont été signés en 2004, les accords de Luanda disent que il faut que les groupes rebelles qui sont sur le territoire du Congo rentrent sur leur territoire. Et d'ailleurs, les accords de Luanda vont plus loin. Disent qu'il faut des missions pour les traquer. Et pour ces missions-là, les accords de Luanda créent les forces d'intervention des Nations Unies, de la MONUSCO. Donc la MONUSCO, en principe, devra avoir une force d'intervention au Congo qui traque et attaque les groupes rebelles quand ces derniers sont mis en branle. Alors, si
des gens qui peuvent influencer les Nations Unies dans l'application d'un protocole que eux-mêmes ils disent loi pour la paix au Congo. Quand ils disent qu'il faut le retour des groupes armés sur leur territoire, d'ailleurs, groupes armés qui sont venus avec la bénédiction des mêmes membres de cette organisation. Comment, attendez, mon frère Ngos, est-ce que ça semble cohérent, leur discours? Ils font quelque chose et ils nous font croire que la chose vient ex nihilo. Ils disent que la chose devrait disparaître. Donc, le Congo, tant qu'on n'a pas un chef d'État au Congo qui a fait l'autopsie de cette situation, qui a pris au sérieux la menace qui pèse sur son pays et a mesuré son degré, a mesuré par son patriotisme l'importance de rompre les relations avec ce genre de partenaires, on aura ce genre de comédie où les pyromanes qui ont mis le feu, qui ont ramené les groupes armés sur le territoire du Congo, vous font par une note, une déclaration de bonnes intentions en disant il faut qu'ils rentrent et que les élections soient organisées. Pour vous, c'est une comédie? C'est une comédie. C'est même une tragicomédie. Le peuple congolais est en train de mourir. Les forces françaises qui ont ramené les FDLR, l'ancienne armée rwandaise qui est devenue FDLR, pourquoi la France n'utilise pas simplement ces mêmes moyens militaires pour les faire partir? Pourquoi elle en a les moyens? Le FDLR, c'est pas une rébellion, c'est pas, disons, c'est pas l'Angleterre ou l'Allemagne. Et où vivent les leaders du FDLR? Ils vivent en Allemagne pour la plupart. Avec qui est-ce qu'ils s'acoquinent pour faire? C'est une complicité. Ils travaillent avec les Britanniques du MI6, ils travaillent avec les services secrets allemands et ils travaillent avec les services secrets français. Pourquoi tous ces gens-là leur apportent leur soutien? Il y a eu un procès qui devait juger les membres des FDLR. Aucun. Silence radio? Qui connaît les résultats aujourd'hui? Personne. Ça a été ouvert à grande pompe, on va poursuivre tout ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. En Allemagne, ils ont essayé, ça s'est calmé. Pourquoi? Et cette même Allemagne se joue en communiqué, déclaration de bonnes intentions. Qui est-ce qu'on prend pour des cons? Le peuple congolais? Les Africains? L'Union européenne, en fait, se fiche pas mal de la sécurité des Congolais. Ce qui importe, c'est les ressources du Congo qui sont pillées. Eh bien, il y a aussi les chiffres sur lesquels nous sommes tombés. Figurons-nous que, mon frère Ngos, l'Afrique centrale, c'est 51% de la production du cobalt dans le monde. S'il n'y a pas le cobalt, il n'y a pas ces téléphones. On n'a pas les smartphones. Et pour l'avoir, il faut entrer dans des mines. Ce sont des petits-enfants de 5 à 6 ans qui peuvent entrer par ces trous. Voilà. Avec un génocide à ciel ouvert, mais qui ne dit rien à personne. Parce que ça enrichit des gens. S'il n'y a pas ces téléphones, ça veut dire que les firmes comme Apple, comme Motorola, comme Samsung, sans publicité, hein, comme Siemens, ça n'existe plus, du moins dans ce segment. Donc, il faut ces ressources-là. Nous représentons 25% de la production de diamants dans le monde. Quand je dis nous, c'est l'Afrique centrale, mais vous savez particulièrement que le Congo, si on dit 25%, Congo compte pour peut-être 70% des 25%. Cobalt, pareil. Donc, le marché, le Congo, cette économie noire qui s'est constituée, ça permet à beaucoup de s'enrichir. Un autre élément, pourquoi ces rébellions? Figurons-nous, l'enclave du Cabinda produit 2/3 de la production totale de l'Angola, matière de pétrole. Oui. Et qui contrôle le pétrole angolais? C'est Total. C'est Total, le plus gros opérateur là. Donc, pourquoi les Français qui ont beaucoup d'intérêt au Congo, parce que le Cabinda s'est enclavé dans le Congo, pourquoi ces Français n'apportent pas véritablement le soutien militaire, surtout qu'ils ont déjà aidé plusieurs gouvernements en Afrique centrale, militairement? Pourquoi ils n'apportent pas ce soutien? Pourquoi l'Union européenne maintient, parce que c'est l'Union européenne qui maintient ces propositions
de soutenir l'embargo au Congo. Vous vous souvenez les armes qui ont été achetées, que la France a bloquées. Trouvons que même le président du Congo, il est dans la même comédie, c'est le même type d'individu. Un gars qui vous dit « je vais en guerre, je vais en guerre ». Et pas acheter les armes chez les gens qui donnent les armes aux Rwandais. Et les Rwandais utilisent ces armes avec les M23. Pas en France acheter les armes. Vous trouvez qu'il est sérieux, ce monsieur? Tshisekedi est-il vraiment sérieux? Même si vous êtes un tant soit peu pas en possession de toutes vos facultés de réflexion, il y a des deals que vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas aller chez votre adversaire pour acheter des armes. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Les armes ont suivi un plan de vol. Et à un certain niveau, le pilote dit qu'il ne peut plus ramener les armes parce que le pays est sous embargo. Mais quand il partait transporter ça, pourquoi il n'avait pas réfléchi à tout ça? Il s'en rend compte pendant le vol. Vous comprenez qu'il y a un complot international contre le Congo. Ces élections, c'est une parodie. Ça sera un camouflet. Ce n'est pas la solution. Les Congolais doivent le savoir. Un Tshisekedi au pouvoir, avec cette coopération de l'Union européenne, c'est jouer avec le feu. Une question cependant, Jonathan Batenguene, cela fait très longtemps aujourd'hui qu'on n'a pas fait, on le dit comme ça, un recensement de la population congolaise, mais on veut quand même aller à l'élection présidentielle de 2023. Deuxième chose également, on le sait, ça fait plus de 20 ans, il y a ce conflit qui existe, c'est plus de 30 millions de Congolais qui sont morts, motus et bouche cousue de la part de la, on le dit, de la communauté dite internationale. Non, moi je préfère qu'on les appelle de l'Union, de l'OTAN et ses alliés. L'OTAN et ses alliés ont une conscience collective sélective. Sa conscience est sélective parce qu'elle a hiérarchisé les morts. Le président Badakani parle souvent de la hiérarchie des morts. Et c'est vrai. La hiérarchie des morts, un mort ukrainien, bien 10 Ukrainiens qui tombent, c'est tellement précieux, plus précieux que d'avoir des millions de Congolais qui tombent. Quand des millions de Congolais tombent, on augmente le budget de la force de maintien dans le pays, à MONUSCO. On est quitté de 400 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est une mission de plus d'1 milliard de dollars. Combien d'hommes? 40 000 hommes. Sur un territoire. Mais jamais il y a eu la paix. Jamais. Et les groupes armés, ils sont estimés. On vous dit que les ADF Nalu, c'est pas plus de 12 000 hommes. On vous dit que les M23, si, ça n'atteint même pas 15 000 hommes. Les FDLR, on parle de près de 3 000 ou bien 8 000 hommes. Faisons même la somme. Ils n'atteignent pas 40 000. Comment 40 000 hommes, même simplement numériquement, n'arrivent pas à neutraliser si peu de gens? Un autre élément. Les Nations Unies reçoivent du matériel militaire de qualité de la part des États. La Russie a donné des hélicoptères Mi-17 et Mi-24. Les Mi-8, Mi-17 et Mi-24. Tous ces hélicoptères peuvent permettre des actions de combat, comme cela avait été décidé dans les accords de Luanda. Pourquoi les Nations Unies ne mettent pas simplement en application ce principe de traque des groupes armés non étatiques? C'est ahurissant. Pourquoi les Nations Unies, où vous avez les trois pays membres du Conseil de sécurité qui sont exprimés, Angleterre, la France, les États-Unis, tous soutiennent ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils n'activent pas au niveau des Nations Unies le processus de la mise en œuvre de cet article des accords de Luanda pour la traque de ces groupes? Ils ne sont pas là pour ça. Le droit international, ils disent en être les garants. L'OTAN dit en être les garants. Pourquoi en tant que les garants du droit international, ils refusent de le faire valoir? Aujourd'hui, les accords de Luanda font partie du corpus du droit international. C'est un accord contraignant pour les États partis. Ceux qui en sont les garants, s'ils ne sont pas capables de mettre en application, c'est essentiellement parce qu'ils ont des intérêts mafieux à l'intérieur. On sait que le diamant, une bonne partie de la production du diamant qui sort du Congo, est écoulée via l'Afrique du Sud et la Tanzanie sur le marché états-unien. Le cobalt, c'est pareil.
Les Chinois qui sont arrivés sous Kabila ont misé sur le développement de véritables chaînes d'exploitation et ils voulaient créer des industries. On leur a mis les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, les Chinois sont obligés de faire avec les moyens qu'ils ont. Et c'est ça qui a fait partir Kabila. Nous le répétons toujours. Kabila n'est pas parti parce qu'il était le plus corrompu, parce que ce que Tshisekedi fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le taux de gabégie sous Tshisekedi est extraordinaire. Ils nomment même des gens qui étaient stagiaires. Je parle. Il y a un témoignage sur Internet où un homme d'affaires le lui rappelle que pourquoi vous avez mis un stagiaire directeur? Ce monsieur se fait corrompre à tout bout de champ. C'est ça. Donc, vous avez les pays qui disent être les garants du droit international, oui, qui sont incapables de le mettre en application. Et c'est eux qui s'autoproclament communauté internationale. Ils sont incapables de faire appliquer lorsque ce droit international va contre leurs intérêts. Au niveau du Congo, c'est essentiellement parce que ce droit international va contre leurs intérêts. Leur intérêt, c'est quoi? La contrebande des matières premières via le canal des groupes armés qui interagissent au niveau de ce pays-là, de manière violente et au détriment des populations. Jonathan Martin-Guénin, il y a encore quelques mois, on a découvert une grosse quantité de lithium du côté de la République démocratique du Congo et pourrait être utilisé justement pour fabriquer des batteries. Jusqu'à preuve de contraire, je vous ai donné le nombre de pays qui se retrouvent justement alliés de la RDC pour organiser ces élections. Si vous me permettez, je vous redonne d'ailleurs leur nom pour vous poser la question. Figurent l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la République tchèque et toute l'Union européenne. Est-ce pour se partager les richesses congolaises? Oui, que tous ces pays sont là? La Belgique, tous ces pays ont des représentations au niveau du Congo. Tous ces pays ont des intérêts au niveau du Congo. Maintenant, prenons un peu le pays le plus, c'est le pays le plus risible de la bande, quoi, la Suisse. Pays neutre. Lui toujours, il est dans la neutralité. Une neutralité un peu bizarre. C'est encore cette communauté dite internationale qui l'a nommé pays neutre. Qui a l'argent de Mobutu dans ses banques. Jean Ziegler a écrit tout un livre où il demande, il dit la Suisse la plus blanche. Les Suisses lui ont dit, bon, il paraît que Jean Ziegler avait 1 million de francs suisses dans son compte. On lui a dit, mais monsieur, vous parlez un peu trop, on va vous appauvrir. Jean Ziegler s'est exilé au Brésil pendant un temps. Vous voyez, ce pays neutre qui refuse qu'on parle de ses accointances avec ceux qu'on appelle les dictateurs. Non, la Suisse a des intérêts. Les intérêts de la Suisse, c'est dans son secteur le plus rentable, c'est la banque. Vous savez que les Suisses veulent garder le contrôle des transactions financières sur le marché des matières premières, notamment avec celle du Congo. Et les Suisses s'acoquinent dans ce domaine avec toutes les banques européennes, notamment les banques françaises, les banques britanniques qui se sont implantées, états-uniennes qui se sont implantées sur le territoire du Congo. Et puis vous savez que tous ces pays soutiennent les États-Unis parce que c'est le Congo, c'est aussi un pays qui, on ne le dit pas assez, sa monnaie, le dollar. Sa monnaie, c'est le dollar. La monnaie la plus utilisée, c'est le dollar sur le territoire du Congo. Donc, c'est un pays qui renforce considérablement le poids du dollar dans le monde et surtout en Afrique. Tous ces pays sont mobilisés autour parce qu'ils soutiennent aussi une idée, une vision focardienne de l'Afrique, du monde. Jacques Foccart disait qu'il contrôle le Congo. Contrôle le monde. Contrôle le monde. Non, contrôle l'Afrique d'abord et contrôle le monde. Donc pour Foccart, le contrôle du Congo pour le bloc de l'OTAN est une équation, une équation cardinale. Il faut avoir le Congo. Et vous voyez que tous les prédateurs internationaux sont d'accord pour cela. Mais personne dans le texte ne se soucie véritablement du sort des populations. C'est comme si chacun disait, tant que nos intérêts sont préservés, vous pouvez mourir, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous dit rien. Est-ce que vous avez vu un fonds d'aide à l'armée congolaise? Non. Est-ce que vous avez vu des initiatives comme on voit en Ukraine, c'est-à-dire l'Union européenne qui décide
d'envoyer, disons, les vieux chars soviétiques, comme il disait, d'envoyer les vieux chars soviétiques, ceux qui sont même gâtés et qu'on a réparés en République tchèque, au lieu que ça rentre en Ukraine, dit bon, envoyons ça à l'armée congolaise. Vous avez entendu ça? Un pays qui est sous la menace de partition, ce que vous trouvez intéressant de lui conseiller, c'est d'organiser des élections. Est-ce que le Congo n'est pas déjà partitionné? Puisqu'il y a des pans de ce pays qui sont hors de contrôle, ça c'est vrai. Par l'État central. Ça c'est vrai. La partition est déjà très avancée. Ça se passe un peu comme avec le Sud-Soudan. On a fait 30 ans pour enfin procéder à la partition totale. Donc, pensons que le processus est déjà très avancé. Et peut-être qu'on entre dans la phase finale du processus. Donc peut-être d'ici 10 ans, ça sera beaucoup plus clair. On va beaucoup plus dire les informations qui sortiront des médias mensonges, ça sera des populations congolaises demandent leur indépendance. On va dire les populations de l'Est. Et on va couper ça certainement. Il y a un stratège Kagan aux États-Unis qui parle de Paul Kagan. Il parle de 5 États à l'Est. C'est ça qui est en cours. Les Moïse Katumbi, j'ai toujours pris son interview. Cette interview m'a marqué profondément. Des soldats attaquent l'armée congolaise. Des combattants attaquent l'armée congolaise, tuent 2 soldats. Lui, il est en bas là-bas, Katanga. Tue 2 soldats. L'armée congolaise riposte. Tue 6 combattants. Moïse Katumbi, gouverneur de la région, fait une sortie médiatique. Il s'inquiète que la réponse de l'armée risque de ramener le spectre de la violence dans la ville. Le gouverneur ne soutient pas les militaires, il tient un discours qui est favorable à l'action des groupes armés non étatiques. Quand vous avez des gouverneurs qui raisonnent comme ça, on connaît sa fortune, il est très riche. Quand vous voyez des gens comme ça, d'ailleurs, il fait sa fortune dans le domaine minier. On connaît dans quelles conditions. Quand vous avez de tels acteurs qui interagissent à l'est de la RDC, est-ce que vous pensez que vraiment ces gens ont encore le sentiment d'appartenir au même État que, disons, même s'il n'est pas un patriote, même s'il n'est pas que Tshisekedi? Ces gens ont déjà une autre vision de la RDC. Ils sont très avancés dans le copinage avec les nations étrangères. Et ces personnes qui sont devenues des endocolons congolais sont en train de travailler pour que le projet se réalise. Ceux qui sont, par exemple, au Nord Kivu, ils ont une phrase qu'ils utilisent, ils ont une expression qu'ils utilisent ces derniers temps. Ils disent « Congolais rwandophone ». Vous-même, quand vous écoutez ça, ça a quel sens? Congolais rwandophone. Donc, Congolais qui parle le Kinyarwanda. Ça veut dire qu'il y a un processus d'endogénéisation des acteurs et de réappropriation du sol, tel que demain, ils vont revendiquer cette portion de territoire pour la constitution d'un État. D'ailleurs, il y a une rhétorique victimaire du M23 qui va dans le sens de construire cet idéal-là. Oui. En disant, M23 dit, les populations rwandophones congolaises sont stigmatisées, sont menacées, sont violentées, et le M23, nous assurons leur sécurité. Ça, c'est le préalable de l'idée sécessionniste. C'est l'enracinement de l'idée sécessionniste. Et quand cette idée aura fait son chemin, ils vont simplement sortir des drapeaux. Et il y a déjà des acteurs certainement qui s'entraînent à chanter un hymne quelque part. Quand on verra ce genre d'acteurs ressortir, eh bien, peut-être là, des généraux congolais comprendront, en regardant ces émissions, ils comprendront peut-être qu'on on les avait déjà prévenus de ce qui va arriver. Le qui reste, c'est se conforte dans le pseudo luxe de leur bureau et des relations corrompues qu'ils entretiennent là-bas à Kinshasa. Ils gagneraient à sortir de ces bureaux, à aller avec les hommes de rang, à laisser cette affaire, parce que nous avons eu vent que ces généraux, beaucoup se plaisent à prendre quelques miettes sur les salaires des soldats sur le front. Laissez ces actions. Le pays
court un péril plus important que ce que vous imaginez. Vous avez tout un vaste pays très riche, mais vous vous plaisez à avoir quelques dollars dans votre compte à Kinshasa. Vous avez été formé pour défendre la nation, donc il faut aller au front, aller avec ces soldats et rémunérer les biens. Permettez-leur de se battre, acheter les armes pour les Congolais. La Russie, par exemple, a donné, bon, on dira que c'est une émission pro-russe. Nous, c'est comme ça, on dira comme ça. Et si on dit les Turcs, on nous dira qu'on a aussi été pro-Turcs, parce que quelqu'un a dit que les Turcs, les Russes, les Chinois. Bon, les Russes ont les armes, si on doit leur dire, parler sérieusement. Les Russes ont les armes, ils leur ont dit, on est prêt à vous les donner, même si vous êtes sous embargo, on l'a fait avec la RCA. Les Russes ont dit, nous sommes prêts. Parce que le peuple congolais a appelé, ils ont dit, nous sommes prêts à vous apporter. Les Chinois avaient déjà aidé le président Kabila, et on a vu les résultats. Il a mis le M23 hors de ses villes. Il a mis le M23 en déroute. Et c'est lui qui a initié les tractations à Nairobi. Parce qu'il savait que c'est là où tout se trafique. Il est allé à Nairobi et il a discuté, mais quand vous lisez les accords de Nairobi, c'est pourquoi vous allez voir que l'Union européenne parle encore de Luanda. Parce que là, l'État congolais était faible. Or, à Nairobi, l'État congolais est fort. En 2015, quand, fort des accords de Nairobi de 2013, en 2015, le président Kabila prend sur lui de lancer une offensive contre les FDLR. Vous savez qui l'ont arrêté? Les médias internationaux. On dit que c'est une intervention inopportune. Ah non, Kabila est en train de préparer on parlait de troisième mandat. Parce que en Afrique, il y a une psychose qu'on a créée autour du troisième mandat. Il y a des mauvais troisième mandats, qui sont des mandats comme celui de le chameau dromadaire. Donc, il y a les troisième mandats comme celui-là. Mais on a créé une psychose autour de ce troisième mandat. Donc, le président Kabila, au lieu de terminer son offensive, il a dû y surseoir et on voit que les FDLR sont... On voit justement les résultats. Jonathan Batengele, je vous dis merci. Je vous remercie également. Je sais que le sujet sur le Congo est un sujet hyper passionnant. Peut-être que le temps que nous est imparti n'est pas assez... Nous allons revenir justement sur ce sujet dans les jours à venir parce qu'il nous intéresse énormément. Pendant que la communauté dite internationale se tait, nous devons justement décrier et dire haut et fort qu'il y a un crime qui se perpétue depuis des décennies du côté du Congo, des millions de morts, mais personne n'en parle. Comme déclarait haut et fort quelqu'un, le désespoir est le compagnon de celui qui ne peut exprimer sa peine lorsque son seul ami, sa mère, n'est plus là pour l'écouter. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.